Eh ben, bonjour à vous. Et puis, merci à vous de venir passer une heure avec moi. On va parler du cerveau. Voilà. On va commencer par la base. C'est où le cerveau? Entre le cerveau et l'addiction. Alors, euh, pourquoi moi je viens vous parler du cerveau? Alors déjà, je me présente. Je m'appelle Roselyne et je suis une chercheure. Donc, je suis chercheur en neuroimagerie. Alors, neuroimagerie, c'est neuro, donc neurosciences, les neurones. Les neurones, c'est les cellules du cerveau. Donc, neurosciences et imagerie, les images. Donc, en fait, moi, je prends des images du cerveau et je regarde ce qui se passe dans le cerveau. Et on fait ça avec des grosses machines. Mais donc, moi, je travaille aux États-Unis. Je travaille au milieu des États-Unis, dans une ville qui s'appelle Saint-Louis. Alors, on a une jolie université comme ça. Et puis, on a une arche. Ça, c'est notre petit monument comme de Saint-Louis. C'était sympa. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans le cerveau? Alors, une des recherches que je fais avec un collègue, donc ça, c'est mon collègue, c'est un chercheur et c'est aussi un docteur, donc il a une blouse blanche. Donc, lui, il s'appelle Josh Siegel. Et en fait, il donne une drogue à un participant, par exemple, et puis il va après regarder ce qui se passe dans le cerveau quand la drogue elle est en action. Alors, vous voyez, là, le participant, il vient d'avoir pris la drogue, et puis il est dans un environnement calme, avec sur un canapé, avec un cache-œil, et puis après, on va le mettre dans notre grande machine pour regarder ce qui se passe dans le cerveau. Alors cette molécule, cette drogue, ça s'appelle la psilocybine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu ça, la psilocybine? Non? Eh bien, en fait, je suis sûre que vous savez ce que c'est. C'est dans les champignons magiques. Donc, c'est la molécule qu'il y a dans les champignons magiques et puis qui fait l'effet des champignons, hein. Alors pourquoi on regarde ça? Eh ben en fait, c'est parce que les champignons magiques ou cette molécule, la psilocybine, eh ben il y a de plus en plus de recherches qui essaient de comprendre comment on pourrait l'utiliser à l'hôpital, en clinique, pour aider les patients, et particulièrement les patients qui sont en dépression, et des dépressions qui résistent. Ça veut dire que tous les traitements ont été essayés et rien ne marche. Alors vous voyez, les drogues, ça peut être bien, ça peut être pas bien, et puis ça peut amener à des addictions. Donc on va parler un peu de tout ça, mais on va pas parler que des substances qui rendent addict. On va parler aussi d'autres choses. Alors pourquoi moi je regarde ce type de choses? Eh ben parce que le cerveau, il est plastique. On dit le cerveau, il est plastique, ça veut dire qu'il peut se changer, en gros. Il peut se réparer, il peut s'adapter. C'est pour ça qu'on veut utiliser ces molécules à l'hôpital, en clinique. Alors, à votre avis, est-ce qu'on est avec une addiction? Non. Pourquoi on n'est pas avec une addiction? Quand on est petit, on a une addiction ou ça vient après? Ouais, ça vient après. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on devient addict. Et puis, on a parlé, là, j'ai donné une anecdote en fait avec les champignons. Mais en fait, il y a plein de types d'addictions. Il y a des addictions, par exemple, à des personnes. L'amour, ça peut amener une addiction. Alors évidemment, pas l'amour normal, hein, pas celui de tous les jours, mais il y a des gens qui deviennent addicts. Le sport aussi. Le sport, ça peut amener des addictions. Alors le sport, c'est bien, et puis pourtant, chez les gens, ça amène des addictions. On est addict au sport. On est accro. Il faut faire plus de 3 heures de sport par jour minimum, sinon on se sent pas bien. Vous faites 3 heures de sport par jour? C'est un peu beaucoup quand même, hein. Et puis il y a les jeux vidéo aussi. Vous connaissez des gens qui sont un peu accros aux jeux vidéo? Ouais, ouais, je sais. C'est facile de devenir accro aux jeux vidéo. Alors maintenant, on va voir aussi. Je sais que
On voit aussi à la télé des formes d'addiction. Donc, je vais vous poser des petites questions comme ça pour voir un petit peu ce que vous savez. Et puis aussi parce que comme je donnais des petits exemples qui utilisent certaines de ces séries, je veux savoir si vous connaissez. Ouais, vous connaissez Euphoria? Qui est-ce qui l'a vu, la série? Ouais? Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est, mais vous l'avez pas forcément vu. Est-ce que vous savez, dans la série, alors dans la série, c'est des jeunes qui sont au lycée, ils sont aux États-Unis, et qu'est-ce qu'ils utilisent? Alors, la personnage principale, qu'est-ce qu'elle utilise? Vous avez idée? Non? Ok, on va voir ensemble du coup. Ça, vous connaissez? C'est un peu plus vieux, hein. Certains vous connaissez, pas tous. Dr House. Est-ce qu'il a une addiction, Dr House? Oui. Vous savez à quoi il a une addiction? Oui. Oui, à la nicotine, merci. Alors, on va voir ce que c'est la nicotine. En fait, si vous êtes intéressé d'ailleurs, et si vous avez Netflix, il y a un documentaire qui est super, qui s'appelle Painkiller. Alors, c'est en anglais, je pense que c'est le même nom en français. Killer, c'est quoi killer en anglais? Tuer, voilà. Et pain, ça c'est plus difficile. La douleur, c'est ça. Donc c'est qu'est-ce qui tue la douleur en anglais? Ça, c'est le mot pour les antidouleurs. Oui. Voilà, très bien. Alors ça, c'est des séries qui présentent des addictions ou des documentaires donc qui présentent des addictions à ce qu'on appelle les opioïdes. Les opioïdes, il y en a différents types. Il y en a qui sont illégaux, par exemple, l'héroïne. Peut-être vous connaissez le fentanyl. Le fentanyl, c'est récent, mais ça commence à être partout. Alors, dans la série d'Euphoria, il y a un moment où elle prend du fentanyl, mais elle veut pas. À votre avis, pourquoi elle veut pas prendre du fentanyl? C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et elle le sait. Donc, elle essaie d'éviter. Dans les opioïdes, il y en a, c'est des médicaments. Et donc, c'est pas forcément... C'est juste pour vous donner un exemple que les opioïdes, c'est pas forcément mauvais. En fait, comme dans Dr House, comme dans ce documentaire sur les antidouleurs, eh bien, c'est des substances qui sont contre la douleur. Et on les utilise à l'hôpital, on les utilise beaucoup. La morphine à l'hôpital, on l'utilise pour les opérations, etc. Le problème, c'est que ça amène des addictions. Et on va comprendre pourquoi en fait. Mais donc, ces molécules, elles peuvent être très dramatiques et puis amener des problèmes au cerveau, des problèmes physiques quand on en abuse. Et puis, il y en a qui sont utilisés au quotidien à l'hôpital. Est-ce que vous avez vu ce film, Le Loup de Wall Street? Vous le connaissez? Ouais, il y en a un qui l'a vu? Ouais. Alors, c'est un film qui présente des businessmen de Wall Street. Donc ça, c'est le centre financier de New York. Et ils utilisent beaucoup de drogue pour les aider dans la journée. Alors, c'est bizarre. Et celui-là, vous le connaissez? C'est quoi le nom de la série? Breaking Bad. Et qu'est-ce qu'ils fabriquent dans Breaking Bad? L'ice, c'est ça. C'est les cristaux de meth. Alors c'est bien, vous connaissez. Alors ça, c'est un autre type. Donc ces deux-là, ils présentent un autre type de substance. On va pas tous les faire, c'est juste des exemples. Mais ça, c'est des stimulants. Donc comparé aux opioïdes qui étaient pour la douleur, ou qui étaient un petit peu de bien-être, ça stimule. Alors dans le loup de Wall Street, ils utilisent de la cocaïne. Alors que dans Breaking Bad, tu l'as dit, ils utilisent de l'ice. Alors,
Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a que des drogues comme ça, très dures, qui nous donnent des addictions, à votre avis? Non. Vous pouvez m'en donner d'autres, des choses qui nous rendent addicts? TikTok. Ouais, vous êtes addict à TikTok ou pas? Certains en disent non, certains disent oui. Ouais. Il y a quoi d'autre? Oui, la drogue. Et des choses de tous les jours, hein. Les écrans. Les écrans, ça rend addict. La musique, ça peut rendre addict comme le sport, hein, ouais. Le coca, c'est un super exemple. Et puis il y a des choses vraiment encore plus de tous les jours. La cigarette, le café, super, vous avez tout. Donc ouais, il n'y a pas que les drogues. Il y a le café, le thé. Alors la taurine, c'est dans le Red Bull et des autres boissons stimulantes comme ça. Mais il y a l'alcool. L'alcool, ça rend accro. La nicotine. Le cannabis, on l'a même pas cité. On l'a même pas dit. Mais il y a aussi la nourriture. On va parler du coca. Il y a le sucre, le gras. Ça rend accro aussi. Donc on va voir pourquoi. On a déjà parlé des jeux vidéo, donc voilà. Et puis TikTok, super. Les réseaux sociaux en général. Mais en fait, c'est bizarre. Comment c'est possible que ces substances-là, qui sont des substances de tous les jours, ça peut rendre addict? Et les drogues aussi, ça rend addict. C'est quoi en fait l'addiction? Tu peux plus t'en passer, c'est exactement ça. Donc en fait, les médecins, ils utilisent un manuel pour aider à diagnostiquer les maladies mentales. Alors l'addiction, ça fait partie on dit des maladies mentales, mais c'est très large en fait. Il y a tout dans les maladies mentales. C'est tout ce qui affecte le cerveau. Donc, on l'appelle c'est un manuel de diagnostic des maladies mentales. Et dans ce livre, eh ben, on nous donne tous les symptômes pour l'addiction. Alors, on a dit le coca. Alors ça, c'était une personne aux États-Unis qui a fait les journaux et le titre du journal, c'était « Je suis addict, je bois 6 litres de coca par jour. J'ai peur que ça me tue. » 6 litres! C'est énorme. Moi, je pense pas que je bois 6 litres d'eau déjà. Donc, 6 litres de coca. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de sucre dans le coca, donc ça s'accumule, quoi. Donc, évidemment, c'est dangereux. C'est dangereux pour le système, pour le corps, etc. Alors ça, c'est un exemple d'utilisation excessive. On en utilise trop, et on en utilise trop souvent. Ok? Il y a aussi la perte de contrôle. Je disais, on peut plus s'arrêter, on en a besoin. Donc, même si on essaie de s'arrêter, on n'y arrive pas. Après, il y a quelque chose qu'on appelle la tolérance. Alors, ça veut dire quoi, tolérance? C'est quoi tolérer? Supporter, et c'est ça, c'est accepter quelque chose. Alors, dans les faits, dans l'addiction, en fait, c'est le fait que la première fois que vous utilisez quelque chose, une substance ou quelque chose d'addictif, ça vous satisfait. Et puis la fois d'après, il en faudra un petit peu plus. Et puis la fois d'après, un petit peu plus. C'est ça, c'est cette acceptance. Et ça, c'est biologique, c'est un effet biologique et on va voir pourquoi. Alors, si vous n'avez pas vu la série Euphoria, à un moment, notre personnage principal, elle essaie d'arrêter en fait d'utiliser des substances et puis elle voit des petits tubes de médicaments sur une table et soudain ces petits tubes de médicaments ils commencent à lui parler. Il y a le bouchon qui s'ouvre et puis qui dit allez, essaie-nous, on va être bien, allez. Alors ça c'est un très bon exemple de pensée, de préoccupation. Le fait que quand on est accro, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on a envie d'utiliser. Et puis surtout, quand est-ce que c'est la prochaine fois qu'on pourra l'utiliser?
Et puis, alors ça, c'est pas pour toutes les addictions, mais principalement pour les substances, il y a des symptômes de sevrage. Vous savez ce que c'est, le symptôme de sevrage? Alors, sevrage, c'est quand on arrête quelque chose. Symptôme, c'est un effet du corps, un effet clinique. Alors, est-ce que vous savez quand on essaie d'arrêter, quand on a une addiction et qu'on essaie d'arrêter, qu'est-ce que ça peut faire sur le corps? Des changements? Ouais. Quel type de changement? Vous avez déjà vu quelqu'un qui essaie d'arrêter une drogue? Les tremblements. Ouais. Hop. Il y a quoi d'autre? On tremble. On a envie de manger. Ouais. Vas-y, j'ai pas entendu. On a soif, exactement. Il y a des choses encore peut-être plus dramatiques. On tremble, on l'a vu. Je vais vous en donner un petit peu d'autres. Alors, vous voyez d'ailleurs sur les images là, notre personnage à un moment dans la série, elle essaie d'arrêter et alors elle est sur le lit, elle est très fatiguée, elle a des douleurs dans les jambes, ça tremble et puis elle va tout le temps aux toilettes. Il y a plein d'effets physiques en fait quand on essaie d'arrêter une substance dans laquelle qu'on est addict. On est fatigué, on va avoir aussi une dépression, on va pas se sentir bien mentalement. Après, c'est normal, on arrête la substance qu'on aime bien utiliser. Mais on va aussi avoir des douleurs dans le corps. On va aussi avoir des vomissements, des diarrhées. Pourquoi? Pourtant, c'est un truc dans le cerveau, non? Pourquoi on a des effets dans le corps comme ça? Alors, on va prendre des exemples avant d'aller comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Parce que là, j'ai parlé d'addiction et on pense que c'est plutôt des addictions pour les substances, en gros. Mais en vrai, tout ça, si vous connaissez des gens qui jouent aux jeux vidéo, est-ce que vous connaissez des gens qui sèchent les cours ou qui viennent pas juste pour jouer aux jeux vidéo? Ouais. Est-ce que vous connaissez des gens qui mentent pour pouvoir aller jouer aux jeux vidéo? Ouais. Ben ça, c'est aussi des effets des addictions. En fait, ça change notre personnalité. Le fait que normalement, on n'est pas forcément des menteurs et peut-être qu'on ne sècherait pas les cours, mais en fait, on a tellement besoin d'aller jouer aux jeux vidéo, et on va avoir tendance à mentir, à faire des choses que normalement, on ne ferait pas. On va prendre un autre exemple, celui du téléphone. Vous avez un téléphone? Non? Alors, ceux qui ont un téléphone, quand est-ce que vous le regardez? Tous les jours. Et combien de fois par jour? Ouais. C'est beaucoup plus souvent qu'on imagine, en fait. On l'a tout le temps à disposition. D'ailleurs, si vous perdez votre téléphone, vous le cherchez tout de suite. Hein? Et ceux qui utilisent TikTok, pensez à la première fois que vous avez utilisé TikTok. C'était plutôt sympa de scroller, je sais pas, 30 minutes, c'était agréable. Et maintenant, ça fait un moment que vous utilisez TikTok, est-ce que 30 minutes, ça suffit? Non, faut beaucoup plus. Ça, c'est la tolérance dont on a parlé. Et il nous en faut plus. Et puis en plus, ça nous fait moins plaisir qu'avant. Il en faut toujours plus. Donc voilà, c'est des exemples comme ça pour vous dire que l'addiction, c'est pas que les substances. Ça peut être aussi les écrans, ça peut être les réseaux sociaux, etc. Donc ça, ce diagnostic, ça s'applique. Alors on va parler du cerveau. On va vraiment comprendre pourquoi en fait on devient addict. Donc on a une petite vidéo juste pour vous rappeler un peu ce qu'il y a dans le cerveau, ok? Les neurones et leurs cellules de soutien, les cellules gliales. Il y a en effet différents types de cellules dans le cerveau. Les neurones sont des cellules du cerveau qui forment des connexions
les unes entre les autres. Un large ensemble de neurones interconnectés est appelé réseau. Les neurones sont en constante activité. Ils envoient et reçoivent de l'information ou des messages nerveux dans ces réseaux. Toutes ces informations forment l'ensemble de ce que vous voyez, entendez, pensez et faites. Alors voilà, le cerveau, il y a des neurones et ces neurones, ils font des réseaux, ils se connectent entre eux et ça sert à enregistrer l'information. Ça sert à tout en fait, le cerveau, il fait tout. Maintenant, on va comprendre un petit peu comment ces neurones, ils enregistrent l'information, ils communiquent. Communiquer aussi efficacement que possible en entraînant et renforçant leur connexion les uns avec les autres. Cet entraînement est, en fait, la base de tout apprentissage. Ce qui signifie que chacun est capable d'apprendre une nouvelle capacité ou de renforcer sa compréhension sur un domaine. Tandis que le cerveau est plastique, c'est-à-dire que les connexions sont flexibles. En fait, faire des ajustements pour renforcer la compréhension d'un concept, être de plus en plus précis en lançant une balle, ou encore faire des corrections sur les formes grammaticales des phrases que nous rencontrons, c'est vraiment la spécialité du cerveau. Il n'arrête pas de s'adapter. Comment les cellules communiquent entre elles? Les neurones envoient des messages entre elles pour communiquer. Le message, ou information, va circuler par courant électrique le long de l'axone, puis être transmis dans l'autre neurone au niveau de la synapse par des échanges de molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. Les liaisons qui relient les neurones et leur permettent de communiquer sont créées lorsqu'on apprend. En effet, l'apprentissage consiste à associer des connaissances, et c'est par cette association que les connexions se créent. Tout savoir est codé par un réseau de neurones. Garde donc en stock vos connaissances, un peu comme une valise gardée. Voilà, donc ça vous explique un petit peu comment le cerveau, comment les neurones, ils apprennent en fait. Ils s'envoient des messages. Donc on a vu notre neurone, en gros, ça c'est une cellule du cerveau, c'est un neurone, il va avoir un long bras comme ça, et il va se connecter à d'autres neurones. Et il va communiquer avec les autres neurones. Il va communiquer avec une activité électrique. Votre cerveau, il est électrique. Mais, entre deux neurones, le message, il passe avec des molécules chimiques. On les voit là, en fait, elles se libèrent et elles vont toucher le neurone pour transmettre le message. Alors, ces molécules chimiques, on les appelle neurotransmetteurs, neurone, transmetteur, on transmet, ok? Il y en a différents types. Et celle qui va nous intéresser pour les addictions, c'est la dopamine. Vous la connaissez, la dopamine? Vous avez déjà entendu de dopamine? Ouais, certains, oui. La dopamine, c'est la molécule de la motivation, mais aussi la molécule du plaisir. Et c'est pour ça que c'est très en lien avec les addictions. Alors, on va voir dans le cerveau où est-ce que ça se passe. Alors ça, c'est le cerveau quand on le regarde sur le côté, comme ça. Donc là, c'est la partie proche du front. Et là, c'est la partie derrière la tête. Exactement. Et ça qui descend là, dans le dos, c'est la colonne vertébrale. À l'intérieur, c'est la moelle épinière. Alors, notre dopamine qui nous intéresse, elle va être créée par des neurones qui vont être à l'intérieur du cerveau, dans un petit noyau qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale. Et ça, on s'en fiche complètement du nom, en fait, de ce petit noyau. L'important, c'est que ces neurones, ils ont des longs bras et ils vont donner leur dopamine partout dans le cerveau. Et particulièrement dans la partie frontale. Et la partie frontale, elle sert à prendre des décisions. Elle sert à planifier. Elle sert à s'organiser. Elle sert à plein de choses par rapport à notre comportement qui va nous amener à utiliser plus. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau? Donc, on a vu que nos petits neurones, ici avec la dopamine, ils vont se connecter à différentes régions du cerveau.
Alors, ce qui se passe, c'est que dans cette petite aire, les petits neurones, donc cette aire, elle est informée en permanence du niveau de satisfaction et des besoins fondamentaux. Alors, satisfaction, donc on est content, etc. Et en fait, les neurones de la dopamine, du coup, ils vont envoyer leur dopamine dans le cerveau. Alors, cette dopamine, du coup, elle va aller donc aux deux autres centres. On va voir, hop, ça va à l'intérieur du cerveau, qui va transmettre, qui va évaluer la valeur émotionnelle. Alors, la valeur émotionnelle, ça veut dire, en fait, si on fait quelque chose qui nous plaît, on va vouloir valoriser ça. On va vouloir le faire plus. Et donc, c'est pour ça que cette dopamine est là, pour vouloir faire plus, parce qu'on a des bonnes émotions. Et puis, ça va vers le front, on a dit, qui est utile pour prendre des décisions, exactement. Et donc, du coup, cette région du cerveau, elle va adapter sa prise de décision par rapport au fait que, on veut plus de cette substance. Donc, petit à petit, on va vouloir plus de cette substance comparé à faire d'autres choses. Donc, en gros, à quoi ça sert d'avoir du plaisir, d'être heureux, de faire des choses bien? Et ça sert à apprendre pour pouvoir le faire plus après. Parce que c'est normal, on veut tous être contents, on veut tous être heureux. Donc notre cerveau, il va rechercher quelque chose qui nous donne du plaisir. Alors, toutes nos substances dont on a parlé, la nicotine, l'alcool, les opiacés, c'est les opioïdes, le cannabis, la cocaïne, l'amphétamine, ils vont tous agir à différents endroits de ces neurones. Donc, ils vont pas avoir les mêmes effets, mais à la fin de la journée, ça va avoir le même effet. C'est-à-dire que ça va jouer sur notre plaisir. Donc, ces neurones, ils vont être stimulés et ça va nous donner du plaisir, même si certains sont des stimulants, certains sont dans des antidouleurs, par exemple. Alors, on reprend notre petit neurone qui va libérer les molécules chimiques. Normalement, le neurone, il libère ces molécules chimiques, mais là, on lui amène d'autres molécules. Alors, c'est pas la dopamine, mais c'est quelque chose qui ressemble tellement que ça va venir entre les deux neurones et ça va activer les neurones, ça va envoyer un signal. En gros, c'est pas nous qui nous avons du plaisir, c'est la substance qui nous donne du plaisir directement. Ça va activer les neurones. Le problème, c'est que le cerveau, quand il a beaucoup de ces petites molécules, il va s'adapter. On a vu, le cerveau, il est plastique. Et donc, du coup, ce qu'on appelle les récepteurs, parce qu'ils reçoivent la molécule, la cellule d'après, ici, qui reçoit le message, elle va créer plus de récepteurs parce que il y a tellement de molécules, on peut mettre plus de récepteurs. Du coup, c'est ça, la tolérance. C'est le fait que, maintenant, si tu utilises le même montant, la même substance, la même quantité de substance, ça fait plus le même effet. Parce que maintenant, tu as plus de récepteurs, et donc du coup, il en faut plus pour avoir le même effet. Ça crée aussi le besoin, parce que le fait est que si on n'a plus la substance, il y a tellement de récepteurs, et ils en veulent de la substance. Donc ça crée le besoin. Donc on a vu la tolérance, c'est avec les neurones, les petits neurones, et le besoin aussi. Et puis c'est le sevrage aussi. Donc le sevrage, quand on arrête, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut les enlever, tous ces récepteurs en trop. C'est difficile. Et le fait est que les petits neurones là, qui sont dans le cerveau, je vais vous apprendre un truc, ils sont pas que dans le cerveau. En fait, ils sont aussi dans le corps. Ils sont dans l'estomac. Ils sont dans les muscles. Il y a des neurones partout, en fait, dans le corps. Et ils ont aussi des petits récepteurs. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ces symptômes, la diarrhée, le vomissement, les douleurs dans les muscles. C'est tout ça, en fait. Ces substances, ça agit pas que sur le cerveau pour donner du plaisir, ça agit sur tout le corps. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment on s'en sort, en fait.
Le fait est que, donc ça, on est dans notre situation normale où on n'a pas la substance. Il y a les petites molécules qui sont normales, c'est la dopamine du cerveau. La dopamine, elle va sur les récepteurs, puis bon, bah, elle s'active, c'est le plaisir normal. Avec notre substance, on l'appelle une substance agoniste parce que, alors je vais pas vous donner la définition de pourquoi agoniste parce qu'on s'en fiche un peu, elle va se mettre sur le récepteur, elle a la même forme, donc ça va l'activer. Et donc c'est pour ça que le récepteur là va pouvoir s'activer. Maintenant, les recherches, elles ont permis de développer d'autres molécules, d'autres drogues qui ont un autre effet. C'est des molécules qui vont pouvoir se mettre sur le récepteur et empêcher la molécule de s'accrocher. En fait, ça va bloquer. C'est un petit peu comme une clé avec une serrure. C'est un truc parfait, mais si tu mets une mauvaise clé, ça rentre dedans, mais ça t'empêche de mettre la clé d'après. C'est ça? Donc du coup, ça empêche le récepteur d'être activé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Narcan? Non? Vous avez déjà vu un truc comme ça? Eh ben ça, c'est ce dont je parle. Ce sont des médicaments qui ont été développés pour aider à réduire l'addiction ou alors à éviter les overdoses. Vous savez ce que c'est une overdose? Ouais, c'est quand on en a trop en fait et vous imaginez tout le cerveau, tout le système, il est tout activé, et ben ça peut créer des problèmes, des crises cardiaques par exemple, des comas. Donc, on a des molécules qui viennent bloquer en fait notre molécule. Alors il y en a d'autres qui existent, il y en a qui existent pour les opioïdes, donc on a dit le fentanyl, etc., l'héroïne, et il y en a pour l'alcool. Alors ça marche comme ça, donc c'est un autre nom, mais on s'en fiche. Ça va venir sur les molécules, ça va empêcher en fait l'action de l'alcool. Après, c'est bien de comprendre comment ça marche, parce que le problème, c'est que ça va bloquer quoi? Ça va bloquer ce sentiment qu'on dit euphorique. C'est quoi euphorique? Quand on est euphorique. Ouais, on est super heureux. Donc cette sensation euphorique, elle va être bloquée. Par contre, si on a l'habitude de boire de l'alcool pour avoir cette sensation euphorique de bien-être, eh ben cette molécule, ça va le bloquer. Donc ça va aider à enlever notre association, notre idée que une molécule comme ça, eh ben ça va pouvoir nous donner du plaisir. Le problème, c'est que ces drogues, elles n'existent pas pour toutes les drogues. Donc le médicament, c'est pas un médicament parfait. Ok, maintenant on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler pas des substances, mais des comportements addictifs. On a parlé de la nourriture, le gras, le surgras. Normalement, on en a besoin. C'est normal que ça nous donne du plaisir. On aime bien manger des gâteaux. D'ailleurs, vous avez fait un super bon gâteau. Bah ça aussi, ça nous donne de la dopamine. Parce que ça nous donne du plaisir. Manger, c'est bien. Le problème, c'est que des fois, on commence à manger pour nous donner du plaisir quand il y a quelque chose d'autre qui nous plaît pas. Est-ce que des fois, vous mangez quand vous êtes pas content? Ouais. Ou quand il y a quelque chose qui vous stresse? Ouais. Eh ben ça, c'est le problème, c'est que du coup, on fait une association entre je suis stressée, je vais manger quelque chose, ça s'appelle une compensation. On compense, on remplace pour se donner du plaisir parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous plaît pas. Et alors ça, le problème, c'est que du coup, on mange tout le temps. Si on est dans une période où il y a beaucoup de stress ou des choses qui vont pas bien. Et ça fait que notre cerveau, il sait plus quand est-ce qu'on a besoin de manger. Et petit à petit, on mange tout le temps. Et normalement, le cerveau, quand on mange, à un moment, il dit c'est bon, j'ai fini, j'en ai plus besoin. Ça s'appelle la satiété. Voilà. Et le problème est que maintenant, ce système, il est un peu déboussolé.
il sait plus quand est-ce qu'on mange, qu'on a besoin de manger. Et du coup, ça amène à une addiction petit à petit. On mange plus de sucre, on mange du gras parce que on sait plus quand est-ce qu'on a besoin de manger ou pas, et puis en même temps, on l'utilise parce qu'on est peut-être pas très heureux de quelque chose d'autre. Alors les réseaux sociaux, du coup, vous les utilisez quand? C'est pas un peu pareil des fois? Quand est-ce que vous regardez votre téléphone? Ouais. Quand il y a une notification, quand vous vous ennuyez, un peu tout le temps. Puis quand vous avez rien d'autre à faire ou quand quelqu'un vous embête, c'est peut-être plus facile. Donc ça partage un petit peu ce côté, en fait. Alors, alors ça, c'est un tout petit extrait qu'on va voir de cette série, un moment où notre personnage principal, elle utilise des drogues, et on va voir en fait, donc c'est en anglais mais c'est sous-titré, donc faut lire. Vous êtes prêts? Ok? And every time you breathe out all the oxygen you have. Everything stops. Your heart, your lungs, and finally your brain. Everything you feel and wish and want to forget, it all just sinks. And then suddenly, Alors, qu'est-ce que vous avez pu lire? Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez réussi à lire? La respiration, elle s'arrête. Le cœur, le cerveau, les poumons. Et puis elle dit, toutes les pensées, ça coule. Alors c'est une représentation de l'utilisation, et dans son cas, alors si vous connaissez pas exactement ce personnage, elle a on appelle des circonstances, hein, ce personnage-là. Elle a eu, son père est tombé malade, il est mort, du coup elle est très triste, elle a des problèmes scolaires, elle a de l'anxiété, beaucoup de choses. On se demande vraiment en fait d'où est-ce que ça vient. Mais le plus important dans ce petit extrait, c'est que quand elle dit les pensées coulent, en fait, tout ce qui l'embête, ça s'en va. Alors, on peut comprendre que un personnage comme ça peut rechercher des substances, etc. Donc, parlons un petit peu de la vie. D'où est-ce que ça vient? On a vu pour la nourriture, ça peut venir du stress, etc. On commence à compenser, à changer quelque chose qui nous plaît pas pour quelque chose qui nous plaît mieux. Alors évidemment, comme on a vu, ces molécules, elles vont directement dans le système du plaisir. Donc c'est facile, c'est du plaisir facile. Donc on peut compenser, ça peut compenser pour de l'anxiété, du stress, ça peut être pour de la tristesse. Si vous connaissez des gens qui utilisent, en général, c'est pourquoi? Pour oublier, c'est ça. C'est pour s'échapper, on dit, on s'échappe de la réalité. Et puis des fois, faut en parler quand même, qu'on appelle l'effet social. Des fois, c'est cool de le faire juste parce que le copain, il le fait aussi. Hein, c'est un peu fumer ou vaping. C'est cool. Et donc, on a envie de le faire. C'est ça. Alors qu'en fait, on a envie de le faire, on pense pas aux conséquences. Bref, il y a toujours un contexte. C'est jamais anodin. Il y a toujours quelque chose derrière, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient. En gros,
les contextes comme ça, l'anxiété, qu'on pense et autres, et ben ça crée ce qu'on appelle une vulnérabilité. C'est quoi vulnérabilité? C'est quoi quand on est vulnérable? Ouais, il y a quelque chose qui nous affecte, qui nous touche. On est fragile, exactement. Donc en fait, il y a des choses qui peuvent nous amener à vouloir essayer juste parce que il faut comprendre en fait il y a quelque chose qui nous affecte, qui nous rend faible, disons, même si j'aime pas le mot faible. Alors on a vu comment on peut devenir addict. Mais est-ce qu'on devient addict d'un coup? Non. La première fois, il faut essayer déjà une fois, en gros. Alors, je vais vous parler très rapidement parce que je connais pas tout sur le domaine, mais on va parler de certaines choses. On va parler, par exemple, de ce qu'on appelle les prédispositions. Prédispositions, vous connaissez? Quand on est prédisposé, c'est quand il y a quelque chose qui peut-être nous amène avec un plus grand risque de devenir... Voilà, c'est une prédisposition. Alors, prédisposition psychiatrique, c'est par rapport au mental. Donc, il y a une prédisposition à peut-être faire quelque chose qui va nous transformer, qui va nous changer mentalement. Alors, pour le cannabis, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent des gens qui l'utilisent, il y a cette sensation de ce qu'on appelle psychosis. Alors, psychosis, c'est quand on a des hallucinations un petit peu, quand on a des impressions qui sont pas vraies. Ouais, ça vous parle? Alors, le problème, c'est que ces hallucinations, elles sont partagées avec d'autres, en fait, pas d'autres, mais avec des maladies mentales, qui sont des vraies maladies mentales. Est-ce que vous savez ce que c'est que la schizophrénie? Non? Alors, c'est pas quand tu oublies. La schizophrénie, c'est des gens qui vont entendre des voix, qui vont avoir l'impression qu'il y a des gens qui leur demandent de faire des choses, par exemple, qui vont s'immiscer dans leur vie, alors qu'en fait, c'est que dans leur tête. Ça, c'est une vraie maladie mentale, et le problème est que, des fois, il y a des petites choses qui se ressemblent. Et puis, il y en a d'autres aussi. Vous savez ce que c'est être bipolaire? Bipolaire, vous connaissez? Donc, c'est être dépressif, mais aussi avoir des moments maniaques où on est super actif. Ouais. Dans la bipolarité aussi, il y a des éléments qui sont communs avec ces sensations d'hallucination quand on utilise le cannabis. Alors, le problème, c'est que ces maladies, elles commencent pas quand on est très jeune. Elles ont un début qui est très, très tard. En fait, ces maladies, elles commencent entre 20 et 30 ans en général. Donc, on n'est pas encore en sécurité, disons. Et le problème, c'est qu'il y a des études qui ont montré que, dans les familles où il y a des personnes qui ont de la schizophrénie ou qui ont des personnes bipolaires, les personnes de cette même famille ont un risque plus élevé de devenir aussi schizophrène ou de devenir bipolaire. Et le fait, c'est que normalement, elle va pas forcément se développer, la maladie. Par contre, il y a des risques. Il y a des risques qui sont associés à l'utilisation du cannabis. Donc, peut-être que vous allez utiliser une fois et il n'y a rien qui va se passer, mais si vous avez des personnes dans votre famille qui présentent des maladies mentales, comme la schizophrénie ou la bipolarité, peut-être que utiliser le cannabis une fois va vous créer des symptômes d'hallucination qui vont vous déclencher la maladie. Et les études ont montré que plus on utilise, plus on a des risques, en fait, de développer ces maladies. Donc, ça s'applique pas à tout le monde, peut-être, mais on sait jamais.
Donc, il faut toujours être prudent. Alors, on a dit essayer, est-ce que c'est innocent? Pas forcément. Donc, on a vu les prédispositions. Et après, il y a le fait que certaines substances, elles sont plus addictives que d'autres. On appelle ça un pouvoir addictif. Par exemple, le fentanyl dont on a parlé, il va avoir un pouvoir addictif très très fort par rapport à d'autres éléments. Et donc en fait, l'essayer une fois, c'est pas forcément innocent du tout. Ça peut rendre addict directement. Alors il manque un C dans ce mot, mais pouvoir de destruction. Destruction, c'est quoi la destruction? Détruire. Ouais. Alors le fait est que certaines drogues vont abîmer nos petits neurones à dopamine. Les neurones du plaisir, qui sont vachement utiles. Si t'en as plus, tu n'as plus de plaisir. Certaines drogues vont les attaquer directement. Et elles sont très, 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 très dangereuses pour ces petits neurones. On n'en a pas beaucoup, vaut mieux les protéger. Par exemple, l'ICE, dont on a parlé avec Breaking Bad, etc. Ça va attaquer, ça va vraiment abîmer les neurones, ça va les tuer en fait. Alors maintenant, je vais vous parler de votre super cerveau, parce que vous êtes dans un âge incroyable. Vous êtes dans un âge où le cerveau, il est extrêmement plastique. Vous êtes sorti de l'enfance, et puis vous êtes en train de découvrir votre indépendance. Qui vous êtes, votre personnalité. Mais du coup, pour faire ça, votre cerveau, lui, il va chercher à essayer plein de trucs, à prendre des risques. En fait, nos petits neurones à dopamine, ils sont super actifs. Ils vont rechercher tout ce savoir, toutes ces nouvelles expériences qui sont sympas. Du coup, vous êtes dans un âge où votre cerveau, il va vraiment chercher à aller expériencer plein de choses. Donc, c'est plutôt cool pour vous. Mais par contre, ça fait que vous allez avoir tendance à essayer plein de trucs. Donc, faut le savoir, le cerveau, il n'est pas encore fini. Le cerveau, il est encore en train d'apprendre, etc. On dit qu'il apprend jusqu'à 21 ans. Mais en vrai, c'est associé avec une recherche d'individualité, mais aussi une recherche de risque. Donc, faut le savoir. Vous avez tendance à vouloir aller essayer ce genre de choses. Maintenant, faut savoir quelles sont les conséquences. Donc, j'ai dit, vous êtes dans un super âge. Alors, essayez c'est l'adopter, à votre avis. Non, des fois, on essaie un truc une fois et on l'adopte pas. Ça veut pas dire qu'on va devenir addict, ok? Par contre, ça, c'est un rapport d'un patient qui, lui, est devenu addict et puis qui a essayé d'en revenir. Donc, il a dit, au début, c'était juste pour essayer, tout le monde le faisait. Puis, juste essayer encore, parce que pourquoi pas. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu une habitude. Et puis, un soutien. Et puis, ça a ponctué toute ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que ça dictait ma vie. Alors, dicter, ça va, vous connaissez? C'est ça le problème, c'est que les drogues ou les substances ou quoi que ce soit, ou les jeux vidéo, au début, on essaye une fois, c'est bien, on essaye deux fois. Et puis, des fois, il y a des changements de vie. Le fait que, peut-être on déménage, peut-être, je sais pas, les parents, ils se séparent. Quelque chose de compliqué à gérer. Et du coup, on va continuer à utiliser juste parce qu'on pense que c'est bien. Et puis, on dit il y a une association sinueuse. Ça vient se placer comme ça et ponctuer la vie. On s'en rend pas compte, en fait. C'est pour ça que c'est difficile de se rendre compte qu'on est addict. Et c'est pour ça que c'est difficile de vouloir arrêter. Parce que c'est tellement associé à notre bien-être au quotidien. Et puis, est-ce que peut-être ça va arriver aux voisins ou aux copains, puis pas à nous? Ouais. En fait, non, parce qu'on a tous le même cerveau. On a vu le système, la dopamine, les neurones, tout ça. On est tous pareils, même moi. Hein. Donc, c'est pas facile parce que on est tous à risque. Alors, on va faire très rapidement pour finir comment s'en sortir.
Alors, comment s'en sortir? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a surtout, si vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide, eh ben, allez chercher de l'aide parce que on peut pas faire ça tout seul. C'est très difficile. Ok? Donc, on a vu, il y a des médicaments, c'est bien, mais après, souvent, ce qu'on fait, c'est des interventions. Dire que la famille, elle va vouloir dire, mais tu te rends pas compte, tu fais ça et ça quand tu utilises. Ou tu vas plus à l'école parce que tu fais des jeux vidéo toute la journée. Tu vas détruire ton avenir. Ben ça, en fait, si la personne s'en est pas rendu compte par elle-même, elle va pas vouloir accepter et c'est très très difficile. C'est très difficile de changer les esprits, surtout quand on utilise quelque chose qui nous fait plaisir. Donc en fait, eh ben le plus important c'est de pas stigmatiser, c'est peut-être de poser la question en quoi les jeux vidéo ou cette substance, en quoi ça t'aide dans la vie? Parce que souvent ça vient de là. Ça remplace quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui va pas et il faut arriver à cibler ça. Donc, en général, après, peut-être on va être aidé par des docteurs à l'hôpital, etc. Et ils vont essayer de trouver quelles sont les autres choses qui pourraient amener du plaisir, pour ramener du plaisir normal dans la vie. Et puis, comme on a vu, le sevrage, ça peut être compliqué sur les substances, donc il faut de l'aide parce que ça peut être extrêmement dangereux physiquement. Donc, il y a des thérapies, faut l'aide au sevrage, mais aussi faut de l'aide pour l'entourage. Parce que la famille, c'est dur. Alors là, on voit en fait dans la série, à un moment, elle essaye d'arrêter, elle est tout le temps en colère, elle va se battre avec sa mère qui essaie de l'aider. On va finir avec une petite note positive quand même. Alors notre cerveau, c'est pas une bombe à retardement, on va pas tous devenir addicts. Heureusement. En fait, quand on fait des trucs qui nous plaisent, on va pas devenir addict. Si on fait du sport, on va pas devenir addict au sport. Pas forcément, non. Il faut juste savoir utiliser à bon escient. On fait du sport, on utilise les jeux vidéo, on utilise peut-être TikTok, mais juste, faut savoir combien de temps on l'utilise, quoi. Et puis, on peut se focaliser sur ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est d'apprendre à avoir un plaisir. Peut-être que la première fois que vous avez fait du sport, ou peut-être, je sais pas, quel sport vous faites? Qu'est-ce que vous aimez faire? Ouais. Eh ben, la première fois que vous en avez fait, c'était facile ou pas? Non. Non, il y a une expertise, en fait. Plus on en fait, plus on devient expert. Et quand on est expert, eh ben, ça nous donne beaucoup de plaisir, en fait. Parce que maintenant, on sait le faire. Voilà. Donc, il y a des plaisirs qui s'apprennent. On peut se focaliser sur plein de choses. Je sais pas, par exemple, je vois des superbes affiches sur la piscine, le surf, l'histoire du surf et tout ça. Apprendre tout ça. Au début, c'était un peu barbant. Et une fois que vous savez tout ça, eh ben, ça vous donne de la fierté, ça vous donne du plaisir. Donc, on peut se focaliser sur beaucoup d'autres choses qui amènent du plaisir. Pas du plaisir facile, mais plein d'autres plaisirs. Voilà. C'était pour nous. Et on a 5 minutes si vous avez des questions. Si vous en avez pas, c'est bien aussi. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce que vous saviez pas? Ouais? Ouais, les effets. Qu'est-ce que vous avez retenu alors? Vous avez plus mal. Vous saviez comment ça se passe dans le cerveau avec la dopamine? Non? Vous allez les aider un peu, les neurones à la dopamine? Vous allez les conserver un peu? Allez. Oui. Par rapport à la campagne, Ouais. par rapport justement
a multi-comment sobre el sistema y de mismo. Ouais. En fait, par rapport justement, quand on est, quand on veut aider justement ce genre euh, de personnes Mhm, dans le besoin justement, au niveau des neurotransmetteurs, mhm. le produit qu'on utilise, Ouais. est-ce qu'il est disponible partout? Enfin, je sais pas. Ce serait bien. Alors, je sais que par exemple aux États-Unis, le pchit là qu'on a vu, ce qu'on appelle le Narcan, eh ben il y en a beaucoup qui sont à disposition et les policiers ils l'ont tous sur eux parce que s'il y a quelqu'un qui fait une overdose, eh ben comme ça on peut aider. Après, je sais pas si c'est disponible par-dessus le comptoir comme on dit à la pharmacie. À mon avis, il va falloir passer par le système de soins. Donc, évidemment, c'est pas. Après, je sais pas parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans une pharmacie française. Voilà, le système est pas le même. Mais il y en a d'autres. Euh, par exemple, oui, on a vu pour l'alcool, il y a d'autres substances qui peuvent aider en fait, et ces substances, elles aident surtout à enlever le binge. On me dit le binge eating ou le binge consuming, là, quand on veut consommer beaucoup d'un coup, ça va réduire en fait, et ça va jouer sur la dopamine. C'est exactement cette petite molécule qui vient et qui bloque nos récepteurs. Voilà. Ben merci du coup, merci de votre attention, c'est écrit en bas. Merci. Allez. Alors dans le cas de l'overdose, et ben du coup, bah, comme on a vu quand on utilise des substances en trop, et ben du coup tous les récepteurs, tous les neurones vont être activés. Et puis comme il y en a pas que dans le corps, dans le cerveau, il y en a aussi dans le corps, etc. Et que le cerveau il contrôle le corps, il va y avoir plein d'effets. Et souvent, ce qu'on voit, alors après ça va dépendre des substances, mais ça va commencer par peut-être une perte de conscience. On passe dans les pommes. Il va y avoir un risque de crise cardiaque. Alors on sent le pouls il change. C'est ça en fait le plus dangereux aussi. Et puis après il faut arriver. Le problème c'est que même si on arrive à reverser l'effet, et ben la molécule elle est toujours active. Et donc il y a un risque d'overdose encore pour un long moment. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le système de soins qui est là et qui suit la personne jusqu'à ce que il n'y ait plus de risque en fait. Vous avez entendu ce que Taïr a dit? L'effet contraire, ça se passe beaucoup chez certains élèves. Quand vous êtes en état de manque, qu'est-ce qui se passe? Agité, développé, violence. Ça se passe beaucoup chez certains élèves. Comment je vais poser la question à un spécialiste, comment éviter cet état de manque et quels sont les rôles que doivent avoir les enseignants face à un élève en état de manque? Après, du coup, on l'a vu dans le cerveau, l'état de manque qui vient vraiment de la biologie, vient de ces récepteurs qui ont besoin de la molécule. Alors déjà, on peut les aider parce que les molécules, c'est une molécule de plaisir. Donc, faut peut-être se focaliser sur autre chose qui nous plaît. Arriver à ne plus penser à notre besoin. Donc, on se focalise sur un autre truc qui nous plaît pour essayer de se sortir cette chose de la tête et en même temps aider le système en donnant un autre plaisir, quoi. Donc ça peut aider. Mais il faut aussi être conscient. Il faut se rendre compte que peut-être quand on est agité, quand on est énervé, ça vient peut-être d'un manque.
Et une fois qu'on se rend compte de ça, eh ben, on peut peut-être chercher, du coup, quelque chose d'autre, de sympa. Après, faut pas remplacer une addiction avec une autre. Mais le problème, c'est que ça arrive souvent. Merci.